Bonjour, je m'appelle Pascal Pilon et je suis directrice de Finautonome. Je suis désolée pour les problèmes dus à notre diffusion d'hier soir. Donc, je me reprends aujourd'hui avec une formule enregistrée que je vais donc vous transmettre. Chacun et chacune d'entre vous seront contactés pour qu'on puisse faire le suivi sur cette présentation qu'on fait en collaboration avec Plan Institute. Donc, c'est une présentation qui s'adresse aux francophones hors Québec. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux programmes vraiment incontournables pour toute personne en situation de handicap au Canada. Il s'agit du crédit d'impôt pour personnes handicapées et du régime enregistré d'épargne invalidité. Euh, je vous mentionne dès maintenant que ce sont deux mesures très importantes dont j'ai beaucoup de choses à vous partager là, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, mais surtout comment faire pour y accéder et avoir du succès dans vos démarches là, pour pouvoir avoir ces deux programmes très importants. Je vais donc prendre plus de temps à vous parler du crédit d'impôt pour personnes handicapées que pour le REI. Et c'est simplement parce que vous devez d'abord avoir cette mesure, le CIPH, pour pouvoir avoir accès au second, donc au REI. Euh, donc, je vais seulement effleurer pour que vous compreniez bien tous les avantages du REI, que vous ayez envie de faire les démarches pour l'obtenir, mais on va se concentrer davantage sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On va communiquer avec chacune d'entre vous là, pour s'assurer que vous avez bien compris toutes les informations que je vous partage aujourd'hui. Je vais donc vous partager mon écran et commencer la présentation. Donc, Finautonome, on est un organisme communautaire qui aide les personnes en situation de handicap et leurs proches à améliorer leur bien-être financier. Donc, on touche à toutes les mesures, hein, puis on est basé au Québec. Donc, on s'occupe de toutes les mesures qui sont en lien avec des programmes, soit fiscaux ou autres, qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être financier des personnes en situation de handicap. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir une collaboration avec Plan Institute pour partager les informations aux francophones des différentes provinces canadiennes. Toutefois, nous, on est basé à Québec, donc ma présentation d'aujourd'hui va être un petit peu modifiée, mais par rapport à celle qu'on donne aujourd'hui, parce que je vais vous parler de tout ce qui s'adresse à tous les Canadiens. Donc, j'aborderai pas nécessairement ce qui touche les mesures des différentes provinces. Toutefois, si vous avez des questions spécifiques, vous allez voir, on a une ligne d'accompagnement, on a des services d'accompagnement pour vous aider à faire les démarches. Et donc, si vous avez des questions plus spécifiques qui concernent des programmes de vos provinces et que vous êtes francophone et que c'est plus facile pour vous d'avoir cette information-là en français, ça va faire plaisir à Finautonome, là, aux membres de notre équipe, de répondre à toutes vos questions. Sur notre page web, sur notre site Internet de Finautonome, on a mis en ligne cette année des capsules d'information qui vont plus en détail pour expliquer, par exemple, c'est quoi l'autodéclaration des incapacités, hein, se déclarer en situation de handicap, c'est quoi être en situation de handicap, on vous explique davantage c'est quoi nos services. Il y a aussi une présentation sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais je pense qu'avec la présentation que je vous fais aujourd'hui, vous allez voir que c'est beaucoup plus complet que ce qu'on y trouve. Mais si vous avez envie d'aller soit le proposer à d'autres personnes pour faire connaître, sachez que ce sont des petites capsules là, qui sont disponibles en tout temps sur notre site. Je vais commencer avec une première introduction sur ce qu'est une personne en situation de handicap au sens des programmes, donc du crédit d'impôt pour personnes handicapées qui donne accès aussi au REI. Donc, il faut comprendre qu'une situation de handicap, ça peut être invisible. Donc, ça peut être quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement au premier coup d'œil quand on regarde une personne. Ça ne fait pas d'elle, la personne, une personne qui vit moins d'obstacles hein, dans son quotidien. Donc, c'est quoi être en situation de handicap?
On dit une personne handicapée à travers les programmes. Vous allez voir, c'est surtout ces appellations-là, ces façons de formuler-là qu'on va dire. On va dire une personne handicapée. Pour fin autonome, on parle surtout de personnes en situation de handicap de façon grave et prolongée. Donc, parce que ce n'est pas une définition d'une personne, hein, être handicapé, on est en situation de handicap. Donc, c'est toute personne qui a des déficiences, des incapacités, des limitations. Et ces limitations-là, elles peuvent être physiques ou mentales, ou les deux. Et ces limitations-là vont avoir des effets graves et prolongés hein, dans la vie quotidienne de la personne, ce qui va faire en sorte qu'elle va vivre beaucoup plus d'obstacles qu'une personne dont la condition de santé ne la place pas dans tous ces obstacles-là au quotidien, donc dans sa vie quotidienne. On parle en général de quand ça prend 3 fois plus de temps ou c'est 3 fois plus difficile hein, qu'une personne qui n'aurait pas ces incapacités-là. Donc, quand on a une condition de santé, comme je vous dis, qu'elle soit physique ou mentale, qui a des répercussions importantes dans la vie quotidienne. Donc, en faire les activités de la vie quotidienne, c'est ce qui nous place en situation de handicap. Je vais revenir un peu plus loin sur les questions d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, c'est quoi le crédit d'impôt pour personnes handicapées? Ce qu'on appelle en français par l'abréviation, souvent, vous allez entendre le CIPH. Donc, c'est l'abréviation pour crédit d'impôt pour personnes handicapées. Bien, en fait, c'est effectivement un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt non remboursable. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est surtout une porte d'entrée sur différentes autres mesures qui s'adressent aux personnes qui ont des limitations graves et prolongées dans la vie quotidienne. C'est ça qui en fait un élément tellement important. Et il semble y avoir auprès des francophones des incompréhensions, peut-être associées aux termes qui sont utilisés, sur l'importance du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir accès à ce crédit d'impôt-là non remboursable, vous allez devoir faire une démarche que je vais bien expliquer et détailler avec vous dans ce webinaire. Et c'est à la suite de toutes ces démarches où vous allez transmettre l'information à l'Agence du revenu du Canada que vous allez avoir une admissibilité ou non au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et c'est justement cet avis de détermination-là de votre admissibilité ou non qui va dire si finalement vous avez accès au programme qui s'adresse aux personnes handicapées, donc aux personnes en situation de handicap du Canada. Il y a nous, on vous l'explique en 3 étapes simples que je vais vraiment bien décortiquer, mais la première étape pour savoir si on est admissible ou pas, ben, c'est déjà de se poser la question. Et ça va peut-être vous paraître très simple, mais en fait, c'est qu'on sait, par exemple, au Québec, on est une province où notre taux d'adhésion au crédit d'impôt pour personnes handicapées est particulièrement faible par rapport à toutes les autres provinces canadiennes. Et on pense que c'est parce que les personnes à qui ils s'adressent ne s'identifient pas, donc ne le savent pas. Donc, pour nous, la première étape la plus importante, c'est se demander si on a des limitations importantes et de comprendre ce que ça veut dire au sens du programme hein, dans les activités de la vie quotidienne. Et il y a 7 activités de la vie quotidienne qui sont prises en compte pour l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on va les voir plus en détail dans la présentation. Il y a aussi de se demander hein, si nos limitations sont présentes depuis au moins 12 mois consécutifs. C'est important parce que si vous êtes dans une transition, c'est-à-dire parfois on peut avoir un état de santé qui progresse et qui se dégrade, puis qui fait qu'on va avoir des limitations de façon intermittente. On peut passer 2, 3 mois, avoir des limitations très importantes, puis après ça, être un 6 mois où ça va mieux, puis après ça, ça revient. Donc, pour le crédit d'impôt, hein, pour l'admissibilité au programme,
Il faut que notre état soit ainsi depuis au moins 12 mois consécutifs. Donc, qu'on a des limitations importantes, graves et prolongées depuis au moins 12 mois consécutifs. Ou, il y a une autre catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont besoin de consacrer au moins 14 heures par semaine pour traiter un problème grave de santé, tellement grave que c'est associé aux fonctions vitales. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de traitements qui sont nécessaires à sa survie pendant au moins 14 heures par semaine, il va devenir aussi admissible au CIPH et donc aux autres mesures qui y sont rattachées également. C'est quoi les fonctions de la vie quotidienne, hein? C'est quoi les activités de la vie quotidienne qui sont prises en compte dans le crédit d'impôt pour personnes handicapées? Il y a marcher, entendre, voir, se nourrir, s'habiller et évacuer. Ça, c'est pour les fonctions physiques. OK? Donc, il faut présenter des limitations importantes, hein, dans ces activités-là. Et la septième, c'est la question des fonctions mentales qui elles-mêmes regroupent, hein, plusieurs éléments qui peuvent qui peuvent faire en sorte que la personne a des limitations importantes dans sa vie quotidienne. Donc, toute la question des fonctions mentales, je vais y revenir, je vais prendre le temps de regarder ces éléments-là avec vous pour que vous compreniez qu'à travers cette grande activité-là de la vie quotidienne, hein, il y a plusieurs fonctions qui sont considérées, puis ça s'exprime à travers différents aspects, disons, des fonctions mentales. Il y a toute la question de l'apprentissage, hein? L'apprentissage à l'autonomie, c'est-à-dire être capable de s'adapter, hein, aux changements, exprimer ses besoins fondamentaux. J'ai froid, j'ai faim, je dois aller à la salle de bain. Faire des transactions de la vie courante, hein. Donc, c'est tout ce qui est vraiment l'apprentissage à l'autonomie, l'hygiène de base, accomplir des tâches quotidiennes, simples, mais nécessaires à la vie. La question de la concentration. Il faut toujours aussi, pour toutes les questions, toutes les fonctions, il faut se demander, est-ce qu'une personne d'un âge à peu près similaire à la personne bénéficiaire, là, que ce soit vous-même, donc votre âge, ou un enfant, donc ce serait une personne dont vous êtes le responsable, le tuteur, puis que vous vous demandez si cette personne-là est admissible. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'une personne du même âge ou à peu près du même âge qui a pas qui a une bonne condition de santé, est-ce qu'elle vit les mêmes obstacles que la personne qu'on va dire en situation de handicap? Il faut que la condition soit 3 fois plus difficile, 3 fois plus de temps, 3 fois plus difficile. Donc, il faut que ce soit quand même marqué, hein, dans ces cas-là, mais en référence à quelqu'un du même âge qui n'aurait pas de limitation. Donc, on va dire, par exemple, la concentration, ben, il faut être capable de se concentrer suffisamment pour réaliser des tâches quotidiennes qui sont nécessaires. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, une personne a de la difficulté à se concentrer suffisamment, bon, la personne exprime qu'elle a faim, elle a de la difficulté à se concentrer suffisamment pour être capable d'aller euh, faire la démarche, hein, jusqu'au bout pour se faire à manger son repas, elle va être distraite, elle va entreprendre d'autres activités plutôt que de se rendre jusqu'au bout de l'activité simple, hein, qui est nécessaire à la vie, qui est de se nourrir. Donc ça, c'est un problème de concentration important. Ça pourrait être, euh, Ça pourrait être de lire, je ne sais pas moi, des instructions simples sur comment prendre ses médicaments. Donc, il faut que ce soit lié à quand même des éléments importants à la vie quotidienne, donc qui ne sont pas en lien avec les loisirs ou avec la détente, mais qui sont plus en lien avec
réaliser des éléments essentiels à la vie quotidienne là, pour être capable de s'occuper de soi-même. Et toutes ces questions-là, comme l'atteinte des objectifs, par exemple, c'est ça, c'est être capable de se concentrer suffisamment longtemps pour réaliser la tâche hein, jusqu'au bout. Il faut que tous ces éléments-là, qu'ils soient physiques ou mentaux, puissent être réalisés par la personne elle-même. Si la personne elle a besoin du support d'une autre personne pour être capable de réaliser ces tâches-là, déjà, c'est un bon indice qu'elle est probablement en situation de handicap par rapport à l'activité de la vie quotidienne en question. Donc, il y a encore d'autres fonctions mentales qu'on peut voir ici, comme la mémoire. Tu sais, si quelqu'un a de la difficulté à se souvenir, par exemple, de son adresse, de son numéro de téléphone par elle-même. Donc, on s'entend que c'est des éléments importants qu'on doit se souvenir hein, pour être en sécurité. Donc, si une personne n'arrive pas à avoir suffisamment de mémoire pour se souvenir de des renseignements personnels importants, mais c'est qu'elle a besoin de l'assistance d'une autre personne pour être en sécurité. C'est un autre bon indice. Tout ça, là, ce sont des exemples que je vous donne pour que ce soit plus tangible pour vous, pour que ce soit plus clair. Mais ce n'est pas les seuls exemples qui peuvent être admissibles. Il y a plusieurs. Ce qu'il faut se poser comme question, hein, c'est de faire vraiment une réflexion pour se dire, est-ce que j'ai ou la personne dont je suis responsable et que je veux faire la démarche pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, est-ce que la limitation est suffisamment importante pour que cette personne-là ne soit pas capable de réaliser son activité de la vie quotidienne seule, hein, comme une personne de son âge, si c'est une personne en âge d'être autonome, puis si c'est un enfant, ben, c'est de le comparer avec des enfants du même âge pour voir le niveau d'autonomie de la personne. Mais tout ça, c'est très propre à chaque individu. Hein? C'est pour ça que ça, ce sont des repères pour être capable de réfléchir et voir si on a une limitation. Mais il faut prendre le temps de se poser la question, euh, est-ce que j'ai des limitations qui feraient en sorte que finalement, je pourrais être considérée comme en situation de handicap au sens des programmes? Même chose pour la résolution de problèmes. Tu sais, si on a de la difficulté, par exemple, à savoir combien de monnaie on va nous rendre si on va s'acheter quelque chose par nous-mêmes, que ça nous prend 2 fois plus de temps, euh, des problèmes simples de la vie quotidienne. Réguler ses émotions également font partie des fonctions mentales. Donc, si une personne, par sa condition euh, de ses fonctions mentales, a de la difficulté à se contenir, à gérer sa colère, ses incompréhensions, sa peur, son anxiété, ça fait partie aussi des éléments qui sont à considérer pour dire la personne a peut-être une limitation importante, hein, qui la place en situation de handicap par rapport aux personnes qui sont en pleine santé. Donc, qui n'ont pas ces éléments, euh, ces limites-là pour réaliser leur activité de la vie quotidienne. Je vais aller avec vous, je vais sortir de cette présentation-là pour pouvoir aller regarder avec vous le formulaire T2201, puis on va aborder les éléments propres à chaque bloc hein, pour voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je viens de vous placer là, comme idée sur est-ce qu'on est en situation de handicap, est-ce qu'on a des limitations dans les fonctions de la vie quotidienne. Hein? Donc, pour être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est à travers le formulaire T2201 que je vais aller vous montrer, on va le regarder ensemble, qu'on va aller placer l'information qui va être soumise à l'Agence du revenu du Canada en fonction de pouvoir évaluer. Donc, l'agent va pouvoir évaluer si la personne est admissible ou pas. Et ce formulaire-là, le T2201, il doit être rempli par un professionnel de la santé. OK? Ce n'est pas seulement la personne bénéficiaire ou son tuteur qui peut le remplir. Il faut absolument faire une démarche auprès d'un professionnel de la santé dont le rôle va être d'attester, donc de venir dire oui,
de ce que je peux observer chez ce patient ou cette patiente-là, les effets qu'elle me raconte, hein, qu'elle me transmet sur sa condition de santé sont, sont véridiques. Donc, je suis en mesure de croire qu'effectivement, une personne qui a cette condition-là de santé, ce qu'elle me décrit, j'atteste, hein, qu'elle m'a dit qu'elle vivait tous les effets de ses déficiences dans son quotidien. C'est ça le rôle du professionnel de la santé. Donc, ce n'est pas de simplement venir mettre le diagnostic, hein, ça va être de venir dire c'est quoi les effets. Donc, ça me ramène un petit peu à ce que je viens de vous décrire dans les effets de la vie quotidienne sur les fonctions physiques et mentales. Il ne suffit pas d'avoir un diagnostic qui nous dit, par exemple, pour une fonction physique, je vais dire entendre. OK? Si, par exemple, j'ai des limitations au niveau de l'audition, qui font en sorte que c'est vraiment difficile pour moi, malgré les mesures d'adaptation, même si j'ai des appareils, même si j'ai un implant cochléaire. Mais j'arrive pas nécessairement à communiquer, donc à bien entendre, puis que ça me place dans une situation où je vais vivre des obstacles au quotidien qui vont faire que ça va être un obstacle qui va vraiment me prendre 3 fois plus de temps. Je vais avoir 3 fois plus de difficultés. Ça peut avoir des incidences, donc des effets sur d'autres aspects de ma santé, dont les fonctions mentales. Par exemple, ça me pourrait me placer dans une situation où je vis beaucoup d'anxiété et que c'est difficile pour moi de gérer mes émotions, de réguler mes émotions en fonction des frustrations que je vis au quotidien parce que j'ai de la difficulté à entendre malgré toutes les mesures d'adaptation que j'ai. Si je me présente chez mon professionnel de la santé, que ce soit un audiologiste ou un médecin généraliste, et que je lui explique, donc que je lui transmets, c'est quoi les effets de ma limitation dans mon quotidien, son rôle à lui, ça va être de venir attester que oui, d'accord, mon patient me transmet et comme il y a ce diagnostic-là, c'est plausible de penser qu'il vit les, les effets qu'il me décrit au quotidien. Mais vous comprenez donc que le professionnel de la santé, ce qu'il a à faire, c'est d'attester. Ce n'est pas de dire oui, cette personne-là est admissible ou elle n'est pas admissible. Ça, ce n'est pas son rôle. Son rôle à lui, c'est de venir attester. C'est qui donne l'admissibilité? C'est l'agent de la RC, c'est l'Agence du revenu du Canada, la personne qui va prendre votre T2201 et qui va l'analyser. Donc, c'est important aussi d'avoir cette conversation-là avec le professionnel de la santé pour lui rappeler que son rôle, ce n'est pas de donner l'admissibilité à la personne. Donc, il n'y a pas à partager des informations comme dire vous êtes admissible ou vous ne l'êtes pas à ce programme-là, donc je remplis ou non votre T2201. Non. Ce qui lui est demandé, c'est d'attester suite à ce que vous allez lui raconter sur votre condition de santé. Il est là pour venir attester à travers le formulaire qu'on va regarder. Donc, ça, c'est très important parce que, en tout cas, au Québec, on voit plusieurs personnes qui ont de la difficulté à avoir la collaboration du professionnel de la santé parce que les professionnels de la santé comprennent mal ce qui leur est demandé. Ils croient qu'il faut que ce soit eux qui donnent un diagnostic puis qui déterminent si une personne est en situation de handicap ou pas. Puis, bon, eux-mêmes, ils ont leur propre opinion sur ce qu'est une personne en situation de handicap, mais pour le T2201, ce n'est pas ce qui leur est demandé. Donc, c'est qui les professionnels de la santé qui peuvent remplir avec vous le T2201 en question? Bien, il y a tous les médecins généralistes et spécialistes. Eux, ils peuvent remplir pour tous les cases, pour les 7 éléments de la vie quotidienne, activités de la vie quotidienne. Donc, marcher, entendre, voir, se nourrir, s'habiller, la question des fonctions mentales. Il y a les infirmières et les infirmiers qui peuvent le faire aussi. Donc, c'est important parce que si le médecin n'a pas de disponibilité, souvent dans la même clinique, il y a des infirmiers, infirmières qui peuvent à ce moment-là remplir le T2201. Si vous avez de la difficulté avec votre médecin, des fois, c'est pas obligé d'être votre médecin, c'est pas obligé d'être le médecin traitant. Il faut que ce soit un médecin. Donc, ça aussi, c'est important. Parfois, l'accès au médecin qui nous suit depuis longtemps est très difficile, voire impossible. À ce moment-là, ce n'est pas obligatoire. Il faut que ce soit un professionnel de la santé
qui est en mesure de remplir. Donc, pour toutes les déficiences, c'est les médecins, infirmiers, infirmières, psychologues pour la question des fonctions mentales, ergothérapeute pour marcher, se nourrir, s'habiller, l'orthophoniste pour parler, l'optométriste pour voir, les physiothérapeutes pour marcher et les audiologistes pour entendre. Je me permets de vous donner une autre information importante. C'est pas obligé qu'il y ait juste un seul professionnel de la santé qui remplisse le T2201. Si vous avez des limitations des fonctions mentales, que vous avez un psychologue disponible à remplir cette section-là particulière avec vous et que vous avez également des problèmes, je reprends mon exemple de tout à l'heure, des difficultés à l'audition, à entendre et que vous êtes suivi par un audiologiste, le psychologue pourrait remplir la section pour les fonctions mentales, signer l'ensemble de ce T2201, hein, la première copie, et vous faites remplir une autre copie pour la section par un audiologiste pour la section sur l'audition, sur entendre. Il signe cette copie-là et vous envoyez les 2 copies à l'Agence du revenu du Canada pour qu'ils puissent tenir en compte l'ensemble de votre situation. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire. Sinon, si vous avez accès à quelqu'un qui est capable de remplir le T2201 pour toutes les déficiences, bien, à ce moment-là, vous pouvez aussi passer par un médecin ou un infirmier. Ce que je vous mentionne là, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs options. C'est important de ne pas, parce que c'est un enjeu important, l'accès aux professionnels de la santé pour remplir ce formulaire-là. Donc, il faut essayer de trouver des façons pour vous, si c'est facile d'avoir accès à votre médecin traitant, tant mieux. Si c'est difficile, ben, arrêtez-vous pas à cet obstacle-là. Vous pouvez vous tourner vers un autre médecin, un infirmier, une infirmière. Ah, même si ce n'est pas quelqu'un qui vous traite depuis longtemps, il va devoir le déclarer dans le formulaire, il va devoir le dire, mais ça ne l'empêche pas. Hein? Ce n'est pas obligatoire que ce soit un médecin qui vous traite depuis longtemps. Parfois, ça donne des options pour être capable de faire notre démarche, hein, puis sans vivre, surmonter les obstacles qui se présentent à nous au niveau des professionnels de la santé. Même chose sur demander à plusieurs professionnels de la santé, donc à 1 ou 2 professionnels de la santé de remplir le T2201. Ils vont devoir remplir chacun leur copie et la signer. Ça ne peut pas être la même copie pour les 2 professionnels parce que c'est signé par le professionnel à la fin. Mais vous, ça ne vous empêche pas de faire remplir 2 fois le formulaire par des personnes différentes. Donc, on va aller le voir maintenant. Avant de soumettre, aller à cette étape-là, je vais aller vous montrer le T2201 en question. C'est plus concret. Je vais le grossir à l'écran pour que vous voyez bien les différentes sections. Donc, voici, ça c'est vraiment là, ce que vous voyez en ligne, le certificat. C'est un PDF, donc on peut remplir puis faire imprimer directement. Puis je vais revenir sur les différentes façons, mais là, pour le bien de l'exercice, c'est la formule que j'ai prise. Donc, c'est un PDF qu'on peut remplir. Donc, vous voyez que la section A, c'est vos informations personnelles ou les informations de la personne en question. On dit la personne handicapée, la personne en situation de handicap. C'est les informations du bénéficiaire, de la personne qu'on veut qu'il soit admise au CIPH. Là, on dit parlez-nous de la personne qui a l'intention de demander le montant. C'est toujours cette même personne-là, OK? C'est toujours la personne qui va être bénéficiaire. OK? Si c'est pas, excusez-moi. Si c'est pas, j'ai fait une erreur. Donc, la personne handicapée, c'est la première ici. Si toutefois, hein, il y a quelqu'un qui veut demander parce que c'est transférable, si le crédit d'impôt n'est pas utilisé pour la personne elle-même, ça peut être transférable à un proche avec qui elle vit. On demande de nous de parler de cette personne-là. Donc, qui est-ce qui va pouvoir avoir qui va pouvoir bénéficier donc du transfert du crédit d'impôt. Donc, c'est probablement, souvent, c'est la personne qui s'occupe de la personne, là. Mais vous voyez, ils sont tous décrits ici.
on veut avoir cette information-là, puis on veut savoir si la personne, le bénéficiaire, la personne handicapée, ça l'habite avec vous. Puis là, on va ici indiquer à quels besoins fondamentaux de la personne handicapée vous subvenez régulièrement et de façon constante et pour quelles années vous l'avez fait. Ça, c'est pour déterminer, ça va être à partir de quand vous allez pouvoir avoir la rétroaction. Donc, c'est important de prendre le temps ici de se poser les questions, vous aider, hein, vous accompagner la personne pour les questions de nourriture, se nourrir, pour la question du logement, habiter avec elle ou non, s'occuper de toutes les questions du logement avec elle, de son habitation et de l'habillement. Donc, ça, c'est des soins quotidiens. Souvent, quand on doit s'occuper d'une personne dans ces éléments-là, c'est qu'elle n'est pas autonome. Et le facteur d'autonomie va compter dans l'admissibilité, donc dans ce qui va être considéré pour le CIPH. Là, on dit fournissez avec détail le soutien que vous apportez à la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est à tous les jours? Est-ce que vous devez y aller une fois par semaine, 3 fois par semaine? Ça aussi, c'est très important de détailler votre situation personnelle et surtout de ne pas minimiser l'aide que vous apportez. C'est vraiment important chaque fois que vous devez être là pour la personne en question, c'est important de venir le détailler. Ça fait une grande différence pour l'agent qui va traiter votre demande. Donc, c'est important de détailler ces éléments-là. Et plus vous allez détailler dans les grands ombragés qui sont dans le T2201, ce que vous vivez au quotidien sans minimiser, donc sans rendre ça, ah oui, mais je suis habituée ou c'est mon enfant, c'est normal que je le fasse. C'est essayer de ne pas considérer le fait de votre lien, de l'affection, l'amour que vous avez pour votre proche. Il faut vraiment venir dire de façon concrète le nombre de fois jusqu'à quel point vous devez aider cette personne-là qui vous est chère, que vous aimez évidemment. Mais ça ne minimise pas, il ne faut pas minimiser la lourdeur, l'ampleur que ça prend dans votre vie. Parce que ce crédit d'impôt-là, entre autres, il est là pour venir compenser les coûts hein, qui sont liés aux incapacités. Ça a un coût pour vous, ça a un coût pour la personne elle-même. Donc, c'est important de vraiment bien venir décrire l'ensemble de ce que vous offrez comme soutien à la personne sans avoir, mettez de côté votre émotivité, là. Tu sais, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce que vous allez venir décrire ici. C'est vraiment pour une question d'admissibilité. Donc, il n'y a pas d'effet relationnel avec la personne que vous accompagnez. Il n'y aura pas d'effet là-dessus. Hein. Ça n'empêche pas tout l'amour, l'affection que vous avez pour la personne que vous aidez, puis à quel point vous êtes dévoué et que ça vous fait plaisir de le faire. Donc, il faut juste vraiment bien venir décrire concrètement jusqu'à quel point on apporte du soutien. Puis ça va être valable tout au long du T2201, là, de toutes les sections qu'on va regarder ensemble. Donc, toujours dans la partie A, la section du particulier, le redressement des déclarations précédentes. Donc, je vous dis tout de suite que c'est un crédit d'impôt qui a une rétroaction jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, il faut qu'on puisse venir attester, venir dire depuis combien de temps la situation de handicap est présente dans la vie de la personne. Si c'est jusqu'à 5 ans derrière, c'est 5 ans. Si ça va au-delà du 10 ans, vous marquez vraiment depuis quand. Puis c'est très important parce que là aussi, il y a beaucoup de sommes peut-être que vous avez laissé dormir, que vous ne saviez pas que vous aviez droit. Et on va vous faire une rétroaction de jusqu'à 10 ans sur ces sommes-là. Donc, très important aussi de bien remplir la section. Bon, là, on va vous demander si vous êtes la personne handicapée ou son représentant légal. Donc, si vous êtes la personne handicapée. Sinon, hein, si plus d'une personne demande le montant pour personne handicapée, vous devez envoyer les formulaires pour chaque année à redresser ou lettres contenant les détails de votre demande.
Non, mais si vous êtes admissible, ce qu'on dit, c'est si vous êtes admissible au crédit d'impôt, là, que vous êtes approuvé, est-ce que vous voulez que l'ARC applique les crédits à vos déclarations précédentes? Bon, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Bon, mettons que vous dites oui, ça ne vous empêchera pas de demander après ça à un fiscaliste de venir ouvrir vos impôts. Ce que ça veut dire si ça dit oui, c'est que c'est l'Agence du revenu qui va vous appliquer la rétroaction, qui va vous envoyer un avis plus détaillé qui va dire vous êtes passé à côté de tel montant. Sachez qu'ils ne font pas le travail de façon exhaustive, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plein d'impacts beaucoup plus importants qui pourraient vous avantager. Il y a beaucoup plus d'argent peut-être que si vous prenez juste le redressement de l'ARC. Nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est une décision, c'est une stratégie financière. Nous, on n'est pas là pour vous conseiller sur les stratégies financières. On veut juste vous informer que ça ne va pas être fait de façon systématique et complète par l'ARC. Ils vont faire une rétroaction grossière sur les éléments fiscaux qui sont évidents, sur lesquels ça a une incidence. Dans la plupart des cas, ça vaut la peine d'aller voir un comptable fiscaliste pour pouvoir faire un redressement avec vous. Mais pour ça, il faut ouvrir, donc il faut refaire les impôts pour toutes les périodes de rétroaction. Fin de la parenthèse, on continue notre démonstration du T2201. Bon, c'est important d'avoir l'autorisation. Si vous êtes un représentant légal, que ce soit tuteur ou ça va vraiment être important de vous assurer que vous avez bien cette responsabilité-là, que vous êtes autorisé à pouvoir faire la démarche pour la personne. On a mis sur le site Internet de Finautonome, vous allez voir que pour la question, en tout cas au Québec, toute la question justement légale, être un représentant légal, la loi a changé au Québec. Donc, je le dis, s'il y a certaines personnes, je ne sais pas ce qui s'applique dans chacune des provinces, mais c'est vraiment important d'avoir fait d'abord les démarches pour s'assurer qu'on a l'autorisation de faire cette démarche-là pour notre proche. Parce que si vous faites toute cette démarche-là et que finalement, vous n'avez pas l'autorisation de signer pour votre proche que vous êtes responsable, dont vous vous occupez, ça va créer beaucoup de délais et beaucoup de... Bon, d'abord, vous allez être refusé. Il va y avoir beaucoup de conséquences difficiles. Donc, je vous dirais que dans un premier temps, c'est important de valider et de s'assurer que légalement, vous avez le droit. Donc, si votre proche a plus de 18 ans, souvent, ça prend des mesures particulières, dépendamment des provinces, de la loi des provinces, mais ça prend des éléments particuliers pour pouvoir attester que vous êtes vraiment responsable de cette personne-là. Donc, il faut les faire avant de faire la démarche pour le T2201. Mais si tout ça est bien en règle et que vous êtes en mesure de le faire, bien, vous allez pouvoir venir ici signer, apposer votre signature, mettre votre numéro de téléphone. On détaille, on répond à chaque question qui est posée dans le formulaire. Pour la section A, donc juste pour la première section. Donc, vous voyez ici, on dit que ça marque justement la fin de la section du particulier. Ça, c'est vous ou le tuteur qui doit remplir cette première section-là. Parce que par la suite, vous devez demander, et vous voyez ici, c'est bien inscrit, à votre ou vos professionnels de la santé de remplir le reste du formulaire. Donc, ça peut être un seul, mais ça peut être plusieurs. Une copie par professionnel de la santé, parce qu'il doit attester avec sa signature à la fin. Donc, on fait toujours une copie de tout ce que vous faites remplir avant de pouvoir soumettre. On va regarder à la fin comment soumettre tout ça. La partie B, la section du professionnel de la santé. Donc, je vous le répète, une copie à remplir par professionnel de la santé. Il est possible que vos professionnels de la santé vous demandent des frais pour remplir. C'est souvent le cas. Donc, c'est sûr que si on a 2 professionnels de la santé, ça peut augmenter les coûts. Par contre, peut-être que vous allez récupérer beaucoup de ces coûts-là. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cet obstacle-là. Il faut essayer de surmonter cet obstacle-là des coûts parce que vous allez voir que si vous êtes admis, vous allez avoir accès à des montants, souvent avec une rétroaction dans bien des cas. Donc, vous allez récupérer ces montants-là investis dans cette démarche-là, puis à long terme, c'est vraiment profitable. Donc, dans la première section, vous voyez que on va dire
La remarque importante sur l'admissibilité du patient. Ça, c'est à l'attention des professionnels de la santé. Quand je vous ai dit qu'il fallait qu'on sensibilise, donc on se prépare avant d'aller voir le professionnel de la santé pour lui expliquer c'est quoi son rôle. Bien, l'ARC a déjà prévu au sein même du formulaire d'expliquer aux professionnels de la santé c'est quoi leur rôle. Donc, souvent, s'ils mettent en doute le fait que vous soyez une personne en situation de handicap et vous disent non, non, je ne veux pas remplir le T2201, tu n'es pas handicapé, ramenez-le au fait que vous avez le formulaire en main et que c'est bien inscrit, que l'admissibilité n'est pas fondée uniquement sur la condition médicale. Elle est fondée sur la déficience résultant d'une condition et sur les effets de cette déficience sur le patient. L'admissibilité n'est toutefois pas fondée sur la capacité du patient à travailler, à effectuer des tâches ménagères ou à participer à des activités de loisirs. Tout ça, c'est pour déconstruire les, euh, les préjugés, on peut le nommer comme ça, des professionnels de la santé sur ce qu'ils croient qu'ils ont à faire puis à quoi ça sert. Donc, une personne peut travailler et être en situation de handicap. Elle peut évidemment avoir des activités de loisirs et être en situation de handicap et admissible. Donc, on vient aussi ajouter qu'une personne peut être admissible au CIPH si elle a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales provoquant une limitation marquée. Une limitation marquée signifie que même avec des soins thérapeutiques, en utilisant des appareils, des médicaments appropriés, la personne prend un temps excessif où elle est incapable, dans une catégorie ou dans plusieurs catégories, hein, de déficience, elle a toujours ou presque toujours. On dit que c'est généralement interprété comme 90% du temps ou plus. Bon, ça veut dire que moi, je vous ai dit 3 fois plus important, 3 fois plus de temps, puis il faut que ça soit en général, hein, dans la vie quotidienne. 90% du temps, ça veut dire quoi? Bien, par exemple, on pourrait dire que ça veut dire plus que 6 jours sur 7 dans une semaine. Tu sais, les limitations, là, ils sont présents pratiquement toujours, à tous les jours, dans la vie de la personne, que ça prend beaucoup de place. Donc, on dit si les limitations ne satisfont pas aux critères dans une seule catégorie de déficience, les catégories, là, c'est marcher, entendre, voir les fonctions mentales, elles pourraient tout de même être admissibles si elles présentent des limitations dans au moins 2 catégories. Donc, ça veut dire qu'il faut que les limitations soient marquées dans au moins 2 catégories ou une seule de façon très importante. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça se cumule. Hein? Donc, les effets d'une déficience, hein, d'une limitation, vont se cumuler et vont placer la personne en situation de handicap. Donc, on va continuer, puis je vais pouvoir aborder un peu plus cet aspect-là. Donc, les prochaines étapes, c'est d'évaluer avec votre patient. On dit en le comparant avec une personne d'âge similaire qui n'a pas de déficience dans cette catégorie donnée. Hein? Si le patient présente des limitations dans plus d'une catégorie, on répète encore qu'il pourrait être admissible sur les effets cumulatifs des limitations considérables. C'est lui qui doit attester. Donc, il faut qu'il remplisse la section attestation. C'est une attestation. Hein? Donc, ce n'est pas simplement de venir écrire un diagnostic. Puis là, tout ça, là, c'est des étapes. On dit la troisième étape, ça va être d'envoyer le formulaire, en effet. Alors, là, je prends le temps de vous dire, vous allez voir que pour chaque activité, catégorie de déficience, il va y avoir une section, OK, qui est dans un encadré. Par exemple, ici, on voit que c'est la fonction physique de voir. On va demander à chaque fois, et remplissez bien le formulaire, c'est important. On demande de répéter le nom du patient, donc votre nom, sur chaque page qui va être remplie. On demande aussi, pour chaque section, c'est qui va remplir la section? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un infirmier?
ou c'est un optométriste. Ça, c'est simplement pour dire que cette section-là peut être remplie par ces trois professionnels de la santé-là, un de ceux-là. Ça peut être un médecin, un infirmier ou un optométriste. Pour la section devoirs. Et là, dans cette section-là, vous voyez qu'il y a plein de questions qui sont posées qu'on va regarder ensemble. On ne va pas les regarder pour chaque catégorie, mais c'est toujours le même principe. Si vous, là, ou votre proche, avez une limitation qui concerne la fonction, l'activité devoir, vous allez faire remplir cette section-là. Donc, cette page-là. Si vous n'en avez pas de limitation à voir, vous n'avez pas à remplir la section. Donc, vous faites remplir seulement les sections qui concernent votre situation. OK? Donc, si c'est pour par exemple, je vais vous montrer 2, 3 exemples pour voir que c'est toujours pareil. Mais comme je vous ai dit, et je le répète, pour chaque professionnel de la santé, un formulaire. Donc, si, par exemple, c'est un optométriste qui remplit la fonction devoir, l'optométriste n'est pas autorisé à remplir aucune autre section. Donc, il va remplir la fonction devoir avec vous. Il va signer à la fin du formulaire. Donc, il va sauter les autres étapes. Et ça va être un des formulaires que vous allez pouvoir envoyer à l'ARC. Mais si vous avez d'autres limitations, par exemple des fonctions mentales, bien, vous allez faire remplir le formulaire par un autre, juste à la section mentale, faire imprimer tout ce questionnaire-là, puis vous allez joindre les 2 questionnaires avant de les envoyer à l'ARC. Donc, j'espère que cet élément-là est clair pour vous. Donc, si on prend la fonction devoir, on va voir qu'on va dire d'énumérer toutes les conditions médicales ou le diagnostic affectant la capacité de votre patient de voir et fournissez l'année du diagnostic si disponible. Ça veut dire que si ce n'est pas votre médecin traitant, qu'il ne le savait pas, bien, il faut que la personne puisse se baser sur les informations du patient. Je vous invite, si ce n'est pas votre médecin traitant, d'envisager de demander une copie de votre dossier médical. Parce qu'il y a des termes qui sont utilisés qui pourraient être utiles à la personne qui va remplir. Donc, de faire la démarche aussi avant d'avoir son dossier médical, ce qui est un droit. On peut demander notre dossier médical partout où on a eu des soins, dans les centres de santé. Ça va vous permettre d'avoir des éléments à fournir si ce n'est pas un médecin qui vous traite depuis de nombreuses années, depuis que vous avez les déficiences en question. Donc, oui, il y a une partie qui s'adresse au diagnostic. Elle est importante. Ça, c'est au médecin ou à partir de votre dossier médical à remplir tous les diagnostics qui affectent votre vue, l'activité de voir. On pose encore des questions sur un diagnostic. Est-ce que le patient est considéré aveugle? Là, on demande c'est quoi son niveau de vision, Ça, c'est des termes vraiment médicaux, là, sur votre condition. Donc, il va devoir remplir cette section-là aussi. Est-ce que votre patient répond à au moins un des critères suivants dans un des yeux? Toujours la même affaire, l'acuité visuelle, le diamètre de champ de vision. Tout ça, c'est des éléments diagnostiques. On est d'accord? Il va avoir aussi d'indiquer l'année au cours de laquelle votre patient a développé une déficience d'après vos réponses précédentes. C'est très important parce que l'admissibilité, là, je vous ai dit, c'était 10 ans rétroactif. Ça va être basé beaucoup sur l'information qui est transmise ici, là, sur depuis quand est-ce que la personne a des déficiences associées à la fonction de voir. Est-ce que la déficience du patient a une durée? Est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois? Tout ça, vous vous rappelez, c'est en lien avec la condition d'admissibilité de 12 mois consécutifs. Donc, même chose, il doit répondre oui ou non. La déficience de votre patient à voir, s'est-elle améliorée ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle s'améliore de telle sorte qu'il n'y aurait plus de déficience? Même chose ici. On n'est pas obligé d'être en situation d'handicap, donc d'être handicapé, d'avoir une déficience qui va durer toute la vie. Les choses peuvent changer. Sauf que si on s'attend à ce que ça dure plus que 12 mois, qu'on a
c'est raisonnable de penser que ça ne s'améliorera pas de façon significative là, dans les prochaines années. Bien, c'est important de bien répondre ici, hein, puis de venir répondre que non, ou on est incertain. Je vous dirais qu'à moins qu'on soit assez certain que ça va s'améliorer de façon importante, ben, c'est probablement non. Même si il pourrait y avoir je ne sais pas moi, des avancées médicales qui feraient en sorte que dans quelques années, vous pourriez ne plus avoir cette déficience-là. Donc, c'est à placer dans le contexte. Et là, donc, c'est pour ça que c'est important là, de venir bien décrire pour la question de voir. La question de voir, il y a peu d'effets des déficiences qui sont énumérées. C'est beaucoup sur un diagnostic. Par contre, comme on sait que c'est cumulatif, ça peut avoir des effets sur le reste de la vie de la personne. Et c'est là que vous allez pouvoir venir détailler les effets. Mais si vous avez une condition, par exemple, au sujet de voir, bien, ça va être important de venir bien la décrire ici avec les diagnostics. Si vous aviez des effets liés au fond à ce diagnostic-là, profitez-en pour venir. Des effets, ça pourrait dire de la difficulté à vous orienter, euh, euh, à marcher. Là, vous allez pouvoir venir les décrire dans l'activité de marcher. Mais donc, on se base sur ce bout de diagnostic-là parce que c'est cumulable. Donc, on continue, mais on vient mettre plusieurs détails. Là, vous allez voir pour certaines fonctions, il y a beaucoup d'ombragés. Hein? Puis c'est dans ces ombragés-là, puis ça va être comme ça dans plusieurs. Dans la fonction de voir, elle est pas admise, mais c'est que souvent, voir, ça vient avec d'autres limitations hein, sur d'autres fonctions. Puis parfois, ben, être non-voyant, ça peut être suffisamment important pour être en situation de handicap. Mais dans tous les cas, ça se cumule toujours. Donc, si on va prendre une autre catégorie, donc là, on change de catégorie, ça pourrait être un autre professionnel de la santé qui remplisse le reste du formulaire. Ça pourrait être le même. Si c'est un médecin, ça pourrait être le même que la première partie, infirmier praticien. Puis là, on a orthophoniste parce qu'on est dans la fonction de parler. Vous voyez que c'est des spécialistes parfois qui peuvent remplir certaines sections. La première question, c'est toujours d'indiquer le diagnostic qui affecte. Donc, c'est important de dire c'est quoi qui fait en sorte que la personne a des difficultés à parler. Est-ce que la personne prend des médicaments qui l'aident à gérer sa déficience à parler? Encore une fois, il faut venir décrire tous les appareils, les soins thérapeutiques qui viennent, hein, des mesures d'adaptation qui viennent aider la personne. Donc, on les décrit, mais quand on arrive à la question de donner des exemples qui décrivent comment la capacité de parler de votre patient, et là, c'est important, afin d'être compris par une personne de sa connaissance ou non, là, d'une personne qui la côtoie dans un endroit calme, elle est limitée, même avec des soins thérapeutiques, des médicaments, des appareils appropriés. Ceci est obligatoire. Bon. Là, on vient donner un exemple. Ce n'est pas le seul exemple. C'est pour vous donner encore une fois une idée de si ça a des effets importants dans la vie de la personne. Par exemple, la personne a besoin, pour être compris, de répéter souvent. Elle a des difficultés d'articulation. Elle a besoin de plus de temps pour trouver les mots ou pour répondre à des informations verbales. Elle éprouve parfois du mutisme ou elle utilise le langage des signes comme principal moyen de communication. Bon, là, cette section-là, comme dans la plupart des sections, il faut vraiment venir décrire avec détail c'est quoi les limitations de la personne, c'est quoi les effets qu'elle vit au quotidien. Hein? On dit une personne de sa connaissance dans un endroit calme, mais je veux dire, si on va, par exemple, chez le médecin ou si on va dans des lieux pour avoir des soins, pour aller à la banque, puis qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, on a beaucoup de difficultés à se faire comprendre, bien, c'est une limitation importante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi votre responsabilité? C'est d'avant d'aller voir, même si c'est le médecin ou le professionnel de la santé qui remplit cette section-là, ça va être important de lui décrire à lui, de lui donner des exemples dans votre vie quotidienne et des exemples détaillés
Nous, ce qu'on voit chez Finautonome, c'est plus la partie des exemples est détaillée. Elle est associée à des dates, à des moments, à une fréquence. Hein, il y a des mots, soit dans la fréquence. Et la plupart du temps, c'est très difficile de se faire comprendre. Ça provoque des frustrations. J'ai pas été capable de me faire comprendre pour pouvoir obtenir, je ne sais pas moi, un soin médical, un service, des choses essentielles à la survie. C'est important d'essentiel à la vie quotidienne. C'est important de venir le décrire ici. C'est ça qui vous rend admissible. C'est les effets de vos déficiences dans la vie quotidienne. Et ça, il n'y a que vous ou en tant que tuteur, qui pouvez transmettre l'information aux professionnels de la santé. Et c'est ça qui est demandé aux professionnels de la santé, c'est de d'abord vous écouter sur les effets de votre déficience dans votre vie quotidienne, puis de venir les décrire de façon détaillée. Plus ça va être bien rempli, plus vous avez de chances d'avoir votre admissibilité. Si le médecin ou le professionnel de la santé remplit rapidement cette section-là, décrit pas suffisamment, l'agent de l'ARC ne sera pas en mesure de prendre une décision éclairée et c'est ce qui peut faire que vous serez refusé ou que vous avez déjà été refusé par le passé. Donc, ça, c'est un élément essentiel pour l'accès au CIPH. Puis là, on pose encore quelques questions sur est-ce que la personne a pris un temps excessif? Est-ce que ça y prend 3 fois plus de temps qu'une personne d'âge similaire sans déficience de la parole? Ce que je vous ai dit au début, le 3 fois plus difficile, 3 fois plus de temps, c'est pas mon interprétation personnelle. C'est les repères, hein, c'est des exemples, c'est une façon que l'ARC, c'est les mots qu'emploie l'ARC pour que vous compreniez qu'est-ce qui est demandé. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des effets importants, hein, qui nous amènent à être en situation de handicap? 3 fois plus de temps, 3 fois plus de difficultés. Donc, c'est bien décrit dans le formulaire. Mais comme je vous répète, c'est à vous de bien vous préparer. Et là, vous avez comme ça toutes les sections, une sur entente. C'est toujours le même principe, hein. Il y a des aspects sur le diagnostic, puis il y a toujours le bout des effets de la déficience, des exemples. Ce sont les sections les plus importantes. C'est le plus important. Vous devez demander à votre professionnel de la santé de bien remplir cette section-là avec les exemples que vous allez lui transmettre. Très, très, très important pour l'admissibilité. Donc, et vous allez jusqu'au bout, là, je vais passer plus rapidement. Hein? Je vais simplement, vous les avez pour les 7 fonctions. Je vais peut-être m'arrêter quelques minutes sur la question des fonctions mentales nécessaires à la vie courante. Ah ben là, vous allez voir que l'espace pour donner des exemples, il est beaucoup plus grand. C'est pas un hasard. C'est parce qu'il faut décrire, hein, à travers le tableau qu'il y avait dans ma présentation, vous aviez plusieurs descriptions des fonctions mentales. Tout ça est aussi sur le site de l'ARC. Nous, on vous a mis des petits pictogrammes pour vous aider avec des exemples, mais tout ça est aussi disponible sur l'ARC, donc je vais revenir vous le montrer à la fin. Mais donc, c'est important, cette section-là, les fonctions mentales, c'est une grande section. Médecins, infirmiers, psychologues peuvent la remplir. Les fonctions mentales peuvent toujours être cumulées avec une fonction physique. C'est-à-dire, vous pourriez, hein, c'est un effet cumulatif important de ce qu'on observe dans les personnes qui font appel à nos services. Il arrive fréquemment que les personnes qui vivent avec des déficiences physiques aient aussi des effets sur leur fonction mentale. Hein? Parce que ça peut créer du stress, ça peut créer plus de pression sur une personne d'avoir des limitations physiques parce qu'elle vit beaucoup d'obstacles. Ça finit souvent par avoir des effets sur les fonctions mentales. Donc, c'est important de venir les décrire, ces effets-là, dans votre vie quotidienne. Donc, on demande toujours les diagnostics. Ce n'est pas sur la base du diagnostic que vous allez être admis. C'est une information parmi le reste de l'information. Ce qui vous rend admissible, ce sont les effets. Donc là, je passe toutes les questions qui sont liées au diagnostic pour aller aux effets, hein, les détails supplémentaires. Vous voyez, il y en a plusieurs là, sur les fonctions mentales.
Puis c'est là que ça va être important de venir nommer les limitations, les effets. Donc, on va vous demander de cocher toutes les sections que je vous avais présentées là, avec des petits pictogrammes. Elles sont dans le T2201. On va décortiquer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. L'apprentissage fonctionnel à l'autonomie. Vous allez avoir une section où vous venez cocher, donc, accomplir des tâches quotidiennes nécessaires. Hein? Manger, son hygiène, s'habiller, tout ça, c'est nécessaire. Aucune limitation, certaines limitations, limitations sévères. Plus il va y avoir un cumulatif de certaines limitations et limitations sévères, plus vous avez de chances d'être admis. Donc, il ne faut pas minimiser. Si vous avez de la difficulté à vous adapter au changement, c'est important de venir le dire. De venir dire, j'ai de la difficulté. Quand il y a un changement, là, puisque je suis en situation de handicap, même si votre handicap est physique, par exemple, associé à des limitations physiques, bien, c'est important de venir décrire ça, là, cet aspect-là. Bon. Alors, si je continue, l'attention, même chose. Est-ce que j'ai de la difficulté à démontrer un contrôle élémentaire de mes impulsions? Est-ce que j'ai une bonne conscience du danger et des risques pour ma sécurité? Bien, ça veut dire que si j'ai des difficultés d'attention, par exemple, et que je suis amenée à traverser la rue, puis que je ne fais pas attention, puis que ça peut me mettre en danger. Même chose pour l'ensemble de cuisiner, utiliser un couteau, bon. Tout ce qui peut montrer que ma conscience du danger est limitée, c'est important de venir le cocher si vous avez certaines limitations ou si c'est sévère. Même chose pour la concentration, l'atteinte des objectifs, le jugement. Par exemple, dans le jugement, là, ça peut être choisir des vêtements appropriés à la température qui fait dehors, comprendre les conséquences de ses actions et de ses décisions, gérer l'argent qu'on dépense dans une journée. Ça fait partie du jugement. Si une personne a de la difficulté à prendre ce genre de décision-là, importante dans sa vie, puis que ses effets ils sont sévères ou qui sont présents, c'est important de venir le cocher dans la bonne case. Mais ça ne sera pas tout. Donc, le professionnel, avec un échange avec lui, là, va pouvoir venir remplir, vous allez lui dire ce que vous vivez, il va pouvoir venir cocher dans les bonnes cases, attester de ce que vous lui rapportez. Et vous voyez que la section des exemples qui décrivent les limitations pour les fonctions mentales, regardez, est pratiquement 3 fois plus importante que dans les autres sections. C'est parce que ça va vraiment être très important à venir décrire les effets au quotidien que vous vivez liés à vos fonctions mentales, à tout ce qui va avoir déjà été échangé dans les premières sections. Encore une fois, je vous le dis, le temps que va prendre et l'attention et la qualité de l'information qui va être décrit dans cette section-là, elle est cruciale pour votre admissibilité. Donc, c'est important votre médecin le remplit. Ça va être important de vous entendre avec lui sur le professionnel de la santé sur, ouais, ça décrit bien ce que je viens de vous dire. On est d'accord. Il faut se mettre d'accord. Votre accord est important. Ce n'est pas juste au professionnel de la santé à déterminer c'est quoi que vous vivez dans votre quotidien. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce que vous vivez réellement comme effet de vos limitations. Alors, si on vient à la dernière section, on va voir que les effets cumulatifs des limitations considérables. On va demander de sélectionner toutes encore une fois, c'est une répétition puisque vous avez déjà rempli les autres sections avant, mais ce sera une répétition pour dire c'est dans quelle activité de la vie courante, que ce soit voir, entendre, évacuer, s'habiller, parler, marcher, se nourrir et les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante qui vont être considérées. Et encore une fois, on donne un grand espace pour pouvoir venir donner des exemples qui décrivent les limitations considérables de votre patient dans les catégories de déficience que vous avez sélectionnées. Donc, vous voyez qu'on donne quand même beaucoup d'espace aux exemples. Je vous le répète, l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, elle est liée
aux effets des déficiences. Elle n'est pas liée au diagnostic. Donc, je me permets de vous donner quelques exemples pour vous dire que c'est vraiment aux effets de la déficience et pas au diagnostic. Je vais vous en donner deux. Par exemple, il peut y avoir une personne, on va dire une personne qui est autiste, hein, qui a un diagnostic d'autisme. Donc, elle a un diagnostic. Cette personne-là a besoin toujours de l'assistance, dans mon exemple, d'une personne proche d'elle parce que elle ne sera pas autonome, hein, elle pourrait se mettre en danger, elle va avoir des limitations importantes dans plusieurs catégories, que ce soit pour s'habiller à tous les jours. Ça prend 3 fois plus de temps. Marcher, se rendre à quelque part, ça lui prend plus de temps. Toute la question des fonctions mentales, évidemment, elle va avoir de la difficulté à réguler ses émotions, à se concentrer, à être en interaction chez certaines personnes qui ont un diagnostic d'autisme. Ça va être des limitations importantes. Pour un même diagnostic, une autre personne qui a un diagnostic d'autisme, la personne avec, par exemple, des mesures d'adaptation, l'utilisation de pictogrammes, va arriver à s'habiller dans un temps qui ne dépassera pas 3 fois plus de temps qu'une personne du même âge pour s'habiller dans la journée. Elle va arriver à se concentrer avec certaines mesures d'adaptation. Elle pourrait avoir une médication qui vient soutenir ses fonctions mentales, qui vont faire en sorte que, même si elle a exactement le même diagnostic, elle ne sera pas nécessairement admissible. Elle ne sera pas considérée comme ayant des déficiences graves et prolongées, hein, qui font en sorte que ses limitations sont très importantes parce que c'est un spectre, le diagnostic de l'autisme. De la même manière qu'une personne qui vit avec un déficit d'attention important pourrait être admissible au CIPH, et une autre personne avec un diagnostic de déficit de l'attention important, mais avec un soutien médical qui fonctionne bien, une thérapie, des médicaments, hein, qui viennent vraiment soutenir son déficit d'attention, ça ne la placera pas en situation de handicap. Donc, c'est jamais ce qui compte le plus, le diagnostic. C'est une information parmi tant d'autres qui est demandée, donc on doit remplir, mais c'est surtout sur les effets, hein, puis c'est bien décrit, les effets des limitations malgré toutes les mesures qui sont prises, les mesures d'adaptation, à part le soutien d'une autre personne. Si quelqu'un a besoin d'avoir une personne qui l'accompagne pour réaliser toutes ces activités-là, ça, ce n'est pas considéré là, comme une mesure d'adaptation qui empêche l'accès au CIPH. Parce que s'il n'y avait pas cette personne-là, elle ne serait pas capable de réaliser ces activités-là de la vie courante toute seule. Donc, c'est important quand c'est pour quelqu'un d'un âge similaire. Donc, c'est sûr que dans la question pour les enfants, c'est un peu plus complexe, mais il faut comparer donc avec l'âge similaire de l'enfant, les autres enfants qui ne vivent pas avec des limitations, s'ils ont autant d'obstacles, hein, s'ils ont autant de difficultés à remplir les activités de la vie quotidienne. C'est toujours ça le repère. Donc, quelqu'un du même âge, hein, puis quelqu'un qui ne vit pas avec la déficience. Donc, ça terminerait pour la question des peut-être une petite dernière information. Les soins thérapeutiques essentiels, il y en a plusieurs qui sont plus évidents, qui sont reconnus, là, qui vont pratiquement de soi, comme les personnes de diabète de type 1 qui sont atteintes, ben, ils deviennent admissibles là, aux critères. Donc, on a juste à venir cocher si c'était avant 2022 ou après, 2021 ou après 2021 parce qu'ils ont eu parce que c'est le temps donc du diagnostic. Ça prend un diagnostic que ça fait au moins tant de temps, mais donc ils vont être admis parce que ça leur prend au moins 14 heures par semaine, hein, pour maintenir une de leurs fonctions vitales. Hein. Une personne diabétique ne peut pas survivre sans l'administration de certains soins, hein, sans certains soins thérapeutiques pour sa survie. Donc, il y en a qui sont plus évidents. Ils sont décrits ici, les plus fréquents.
Donc, vous voyez, les soins thérapeutiques, ça peut être un de ceux-là, des injections quotidiennes à l'insuline, donc encore pour le même exemple des personnes diabétiques, mais il y a aussi l'hémodialyse, la dialyse, l'oxygénothérapie, l'alimentation par sonde. Il y en a plusieurs. C'est pas obligé que ce soit une de celles-là. Dans le cas des maladies rares, il y a des personnes qui ont des maladies rares qui vont devoir avoir des soins thérapeutiques essentiels à leur survie. On peut venir les décrire. Si c'est une maladie rare, ça va être d'autant plus important de venir décrire en détail, dans des termes médicaux, c'est quoi les soins qui sont essentiels à la survie de la personne. Mais donc, si une personne prend plus que 14 heures pour l'administration de ces soins-là, ben, elle va être considérée aussi admissible, même si ça ne touche pas les autres activités de la vie quotidienne qu'on a vues précédemment, comme marcher, voir, entendre. Puis là, ben, pour la suite, la dernière section que tous les professionnels, hein, chaque professionnel qui remplit un formulaire doit venir remplir, c'est l'attestation. C'est même si on le demande depuis combien de temps la personne a été votre patient, je le répète, ce n'est pas obligatoire. Il faut que le professionnel de la santé, évidemment, dise la vérité, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas votre médecin, comme je vous dis, depuis les 10 dernières années, que ça l'empêche le fait là, que vous pourriez être admissible. C'est une information. Donc, il faut voir que c'est l'ensemble des informations qui sont contenues dans le formulaire, la qualité de l'information. Est-ce qu'on a bien décrit? Est-ce qu'on a bien répondu à chacune des questions en détail, surtout en nommant les exemples qui vont déterminer, qui vont vous donner qui vont donner tous les éléments à l'agent de l'ARC pour prendre une décision éclairée. Donc, il doit venir attester les renseignements. Donc, avez-vous les renseignements médicaux? Tout ça, c'est de l'information. Qu'est-ce qu'ils font? Et là, ils ont leur signature, leur adresse, puis leur numéro de permis médical ou d'enregistrement. Bon, là, je vais vous donner aussi une dernière parenthèse pour toute la question du CIPH et des professionnels de la santé. Les professionnels de la santé ne peuvent pas avoir de représailles suite à la complétion de ce formulaire-là. Ce n'est pas un acte médical. Donc, il y en a qui ont peur. Il y a des professionnels de la santé qui ne veulent pas avoir d'ennui avec l'Agence du revenu, qui se disent, est-ce que si mon patient me décrit des effets puis que je ne suis pas vraiment certain, est-ce que je peux être tenu responsable? C'est mentionné à plusieurs reprises. Il y a des vidéos qui existent sur le site de l'ARC. On vous le répète maintenant. On a fait une capsule pour les professionnels de la santé. Dans les capsules que je vous parlais au début de la présentation, il y a une capsule qui est là pour les professionnels de la santé qui leur explique que non, il n'y a pas de danger de représailles. C'est au meilleur de leur connaissance, selon leur jugement. Donc, on ne leur demande pas, ce n'est pas là, un acte qu'on leur demande là, de faire avec, tu sais, qui pourrait, par exemple, avoir un retour de ça là, ou être je ne sais pas, jugé par rapport à la complétion de ce formulaire-là. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on leur demande de faire pour pouvoir venir attester qu'une personne est en situation de handicap. Donc, je vais fermer cet élément-là et retourner à ma présentation. Depuis juillet 2023, hein, les professionnels de la santé peuvent remplir complètement en ligne le formulaire. Si vous avez déjà accès, vous avez un dossier en ligne à l'Agence du revenu, vous pouvez le faire si vous êtes familier et habitué. Sinon, je vous recommande vraiment de faire un envoi papier, c'est-à-dire de faire imprimer. Le médecin peut quand même remplir le formulaire en ligne. Il fait simplement imprimer et vous en donne une copie. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous suggère de faire. Gardez toujours une copie de tous les formulaires que vous envoyez à l'ARC. Puis vous pouvez l'envoyer soit de façon électronique, si vous êtes très familier avec cette façon de faire-là. Sinon, gardez une copie puis envoyez-le à l'adresse qui est inscrite dans le bas du formulaire. Une copie, donc vous envoyez l'original, mais vous gardez des photocopies de votre formulaire et vous l'envoyez à l'ARC. Et c'est l'Agence du revenu qui va déterminer à la lumière de tout ça si vous êtes admissible ou pas. Donc, il me reste à vous dire que le crédit d'impôt pour personnes handicapées, donc, comme je vous ai dit, c'est une admissibilité qui va vous donner accès à d'autres programmes importants et très généreux comme le REI.
Je vais en parler pendant quelques minutes. Sinon, ben, c'est un crédit d'impôt non remboursable, ce qui veut dire il va vous permettre à vous ou à une personne, à un de vos proches à qui il pourrait être transféré, il va réduire l'impôt que vous avez à payer. Donc, même si vous avez des très faibles revenus et que vous n'avez pas d'impôt à payer à la fin de l'année, ça vaut quand même la peine, ça vaut très certainement la peine de faire la démarche pour obtenir le CIPH pour pouvoir avoir accès, entre autres, au RIE. Comme je vous ai dit aussi, il est rétroactif pendant 10 ans. Donc, si vous aviez de l'impôt à payer dans les dernières années, ça pourrait faire une très grande différence, puis vous pourriez donc recevoir des sommes à la suite de ça. Les aides qui sont directement liées, donc ça nous prend l'admissibilité au CIPH au niveau fédéral pour pouvoir accès à ces prestations-là. Il y a la prestation canadienne pour enfants handicapés, le RII, et il y a aussi le supplément à l'allocation canadienne pour les travailleurs handicapés. Donc, il est un peu plus généreux, le supplément à l'allocation canadienne pour les travailleurs, pour les personnes handicapées que pour celles qui ne le sont pas. Ça peut aussi faciliter l'obtention de plusieurs. Donc, faciliter, ça veut dire que vous allez avoir moins d'éléments à fournir là, si vous réclamez plusieurs de ces crédits d'impôt-là non remboursables, par exemple pour de l'accessibilité domiciliaire, pour de la rénovation d'habitations multigénérationnelles, pour le crédit canadien pour les aidants naturels. Donc, ça le facilite. Ça vous donne aussi accès à des prestations pour les étudiants qui ont des déficiences, hein, des prêts et bourses, des frais médicaux. Ça facilite grandement une fois que vous avez votre admissibilité parce que c'est comme si on avait reconnu hein, au niveau de l'Agence du revenu du Canada que vous étiez une personne handicapée. Je vais sauter rapidement ça. Je vais maintenant vous parler très rapidement du RII parce qu'une fois que vous allez avoir l'admissibilité au CIPH, vous allez avoir accès à un autre programme qui est vraiment un incontournable parce que le gouvernement, entre autres, a une formule dans laquelle il donne des bons et des subventions, donc il va venir mettre de l'argent. Je vais vous l'expliquer très rapidement parce qu'on a une formation beaucoup plus détaillée juste sur le RII, puis c'est vraiment important d'avoir le crédit d'impôt au préalable. Donc, mais si vous êtes intéressé et que vous avez votre admission, je vous invite à vous inscrire à une de nos conférences beaucoup plus détaillées sur le RII pour savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais juste vous donner les grandes lignes pour que vous sachiez que c'est un incontournable, que si vous êtes si vous avez l'admissibilité, vous ne devez pas passer à côté de ce programme-là qui est vraiment trop généreux. Donc, c'est quoi un régime enregistré d'épargne? Invalidité. Donc, ça veut simplement dire qu'il s'adresse aux personnes qui sont admissibles au CIPH uniquement. Si vous n'avez pas de l'admissibilité au CIPH, vous ne pouvez pas ouvrir un RII. Mais donc, si vous l'avez, c'est un régime enregistré d'épargne. Qu'est-ce que c'est un régime enregistré d'épargne? C'est un peu comme une tirelire. Hein? C'est un élément central dans lequel on va venir mettre de l'argent où l'argent va fructifier. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent avec l'argent qui est déposé là parce qu'elle est placée. Hein? Elle est placée dans des endroits. Donc, il y a des placements qui sont faits à travers différents produits financiers. Mais cet argent-là, elle va augmenter hein, avec le temps selon le type de placement qui va être fait. Mais donc, c'est d'abord un contenant, un véhicule dans lequel on peut venir mettre de l'argent sous différentes formes, sous la forme de placement, entre autres. OK? Donc, c'est une tirelire dans laquelle on va pouvoir venir mettre, placer des subventions, des bons, des cotisations. Ça, c'est tout l'argent qui est déposé qui ne vient pas du gouvernement. Ça s'appelle une cotisation dans son régime. Les transferts qui proviennent de d'autres régimes enregistrés d'épargne. Comme je vous disais, ce qui est vraiment important, c'est de savoir que dans un régime enregistré d'épargne, on fait fructifier de l'argent. On place de l'argent dans un compte, hein, RII, dans le véhicule, dans la tirelire, et cet argent-là, elle va se multiplier selon ce qu'on met dedans. On appelle ça le rendement hein, sur ce qui est placé. Mais on a toujours un rendement, il peut être
il peut être moins important à plus important. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de rendement selon le type de produit, ce qu'on va mettre dedans. Hein, ce n'est pas la même chose si on met des grands montants, des petits montants, ça va fructifier davantage. Est-ce que où va être placé l'argent, il va avoir un pourcentage d'intérêt, donc d'argent de plus qui va venir s'ajouter, qui est plus important que d'autres. Donc, tout ça, ça va venir influencer jusqu'à quel point votre argent va fructifier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme qui est là pour ça, où on vous dit, viens mettre de l'argent dans ta tirelire, puis ça va être bonifié. Tu vas pouvoir faire de l'argent, puis tu vas pouvoir y avoir accès quand tu vas être plus vieux. Donc, après un certain montant, il faut la laisser dedans. Il faut laisser l'argent dans le REI pour que ça vaille la peine, dans le régime enregistré. Puis à la longue, il va avoir vraiment plus d'argent auquel tu vas avoir accès quand tu vas être plus âgé. Donc, qui est-ce qui peut ouvrir un REI? Ben, c'est soit la personne elle-même en situation de handicap qui a le CIPH, ou si elle est mineure, ben, ça peut être ses parents, ses frères et sœurs, son tuteur légal. Puis si la personne est majeure, mais qu'elle a besoin de soutien, ça peut être elle-même ou un représentant légal. Hein, pour certaines personnes au Québec, selon notre loi ici au Québec, il est possible d'administrer certaines parties hein, de nos responsabilités, même si on est en situation de handicap, avec l'aide d'un représentant. Et parfois, ça prend vraiment un tuteur, donc un représentant légal. Ça pourrait être aussi conjoint, dans le cas des personnes de 18 ans et plus. Toujours ses parents, ses frères et sœurs. Donc, toutes ces personnes-là, on dit que c'est des membres de la famille admissibles. OK? Donc, toutes ces personnes-là peuvent l'ouvrir. Simplement dire, on ouvre un RIE. Puis oups, j'ai reculé. Pour faire ça, bien, il va falloir se présenter auprès d'une institution bancaire. Donc, qui a droit aussi au REI? Bien, je vous l'ai dit, c'était toutes les personnes qui ont un crédit d'impôt. Et aussi, une autre information importante, il faut avoir 59 ans et moins. On ne peut pas ouvrir un REI quand on a dépassé 59 ans parce que c'est souvent l'âge à laquelle on commence à aller chercher, retirer l'argent. Donc, si elle n'est pas placée suffisamment longtemps, ben ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut avoir en bas de 59 ans et même, je vous dirais que pour avoir accès aux subventions, aux bons que va mettre le gouvernement dans votre tirelire, il faut avoir en bas de 49 ans. Donc, j'espère que ça ne vous mêle pas. On vous le dit parce que c'est ça la règle du jeu dans le REI. On a le droit de l'ouvrir entre 49 et 59. Mais c'est pour des personnes qui ont des situations un petit peu particulières, et ça concerne leur stratégie financière. Est-ce que ça peut leur permettre d'aller mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pendant quelques années pour en bénéficier plus tard, par exemple? Mais en gros, le REI, c'est un programme qui est très intéressant pour les personnes qui ont en bas de 49 ans. Toute personne en bas de 49 ans devrait ouvrir un REI, OK, qui est en situation de handicap. Qui est-ce qui va pouvoir placer de l'argent dans le REI? Bien, toutes les personnes qui vont être autorisées à le faire. Et qui donne l'autorisation? Bien, c'est le bénéficiaire ou son tuteur légal, celui qui s'occupe du REI, qui va permettre à des personnes de pouvoir venir cotiser, donc mettre de l'argent dans le REI. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des cadeaux financiers par des membres de la famille qui pourraient être mis dans le REI. Il pourrait y avoir un employeur s'il a envie de cotiser dans le régime de son employé. En autant que la personne hein, a donné l'autorisation à pouvoir cotiser dans le REI. Je vous l'explique vraiment très, 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 très rapidement parce qu'on le fait plus en détail. Puis là, ça fait déjà un bon moment que je vous ai expliqué ce qui conduisait à l'obtention de ce programme-là. Mais ce qu'il faut savoir là avec le REI, c'est que le gouvernement, il peut venir mettre jusqu'à 90 000 dedans. Et il va le faire selon une méthode, un calcul qui dépend du revenu de la personne. Donc, je pense que ce qui est important pour vous de comprendre à l'heure actuelle au sujet du REI, c'est de savoir comment, hein, à combien d'argent est-ce qu'on pourrait avoir droit selon nos revenus provenant du gouvernement. Donc, d'abord, c'est ça. Quand on ouvre un REI, le gouvernement il dit en bas de 106 000 de revenus familial, hein, soit pour l'individu ou pour la personne en situation de handicap de 18 ans et plus et son conjoint. C'est uniquement ça, la famille.
pour une personne handicapée, quand le revenu est en bas de 106 000 par année, on va venir bonifier, on va venir mettre de l'argent si vous en mettez. Quelqu'un qui est à faible revenu, OK? Quelqu'un qui gagne en bas de 34 863, elle va avoir droit à un bon de 1 000 par année. C'est quoi un bon? Ça veut dire que la personne, elle n'a pas besoin de faire de cotisation dans son RII, elle n'a pas besoin de mettre de l'argent d'elle-même. Le gouvernement va venir mettre 1 000 dans son RII, juste si le RII est ouvert, même si elle est à faible revenu. 1 000 par année jusqu'à 20 ans. Donc, elle pourrait mettre 20 000 dans le RII d'une personne. C'est beaucoup d'argent. Tout ce qu'on a à faire, la démarche pour le CIPH et ouvrir un RII, et on a droit à ça, même si on a un faible revenu. Si on fait des revenus, excusez-moi, si on gagne entre 34 863 et 53 359, on pourrait avoir un bon, mais il pourrait être un peu moins de 1 000 OK? Pour cette catégorie-là de revenus, il va avoir un bon. Pas besoin de cotiser, pas besoin de mettre un sou dans son RII. Le gouvernement va venir mettre un montant, mais c'est lui qui va calculer. Ça va être de 0 à 1 000, combien selon votre condition particulière. Pour les personnes qui ont un revenu entre 53 359 et 106 000 il n'y aura pas de bon. Par contre, il va y avoir une autre formule qui est la subvention. Pour ça, il faut venir mettre une cotisation, c'est-à-dire qu'il faut venir mettre un montant soi-même ou un de nos proches. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui cotise dans notre RII. Hein? Puis là, le gouvernement, il va le faire, il va venir bonifier puis il va le bonifier de beaucoup, hein? Le montant que vous allez mettre. Pour les premiers 500 qui vont être cotisés, qui vont être mis dans le RII par la personne ou sa famille, le gouvernement va venir mettre 3 Donc, il met 3 fois la mise pour les premiers 500 Ça, c'est jusqu'à un maximum de 1 500 Si on dépasse, si on met plus que 500 pour les 1 000 suivants, il va venir mettre 2 par dollar cotisé. Donc, il va venir doubler la mise. Et si on a un revenu qui excède 106 000 il va venir mettre 1 pour 1 cotisé. Donc, ça vaut vraiment la peine, en gros, puis tout ça, on pourra vous le réexpliquer dans la présentation sur le RII, d'ouvrir un RII parce qu'on peut aller chercher jusqu'à 70 000 en subvention. Et ce n'est pas rare. Donc, c'est vraiment les personnes, si vous ouvrez un régime enregistré tôt dans la vie d'une personne handicapée, pratiquement très, très, très accessible d'aller chercher jusqu'à 70 000 de subvention et d'aller chercher le 20 000 de bon. Ce qu'il faut aussi savoir avant d'ouvrir un RII, disons par exemple que vous êtes rendu, vous n'avez pas été voir toute notre formation détaillée sur le RII. Ce qui est vraiment important que vous sachiez aujourd'hui, là, avant de faire la démarche, c'est qu'il faut faire attention parce que vous allez avoir le droit d'ouvrir un seul RII. Et donc, l'institution financière avec laquelle vous allez l'ouvrir va, elle aussi, mettre des règles. Donc, il y a les règles du gouvernement dans le RII pour toute la question de comment est-ce que je vais faire pour sortir l'argent de mon RII. Oh, il me manque une petite vignette. À la fin, là, quand je suis rendue à l'âge où j'ai le droit de sortir l'argent de mon RII, bien, il y a des règles qu'on vous explique bien dans la présentation sur le RII. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a juste un que vous avez le droit d'ouvrir un RII dans votre vie et que l'institution financière ou le conseiller financier, eux, ils peuvent mettre des règles supplémentaires. C'est vraiment très, très, très important de poser beaucoup de questions. C'est pour ça que je vous invite à suivre la formation, la conférence sur le RII, plus spécifiquement avant d'ouvrir un RII, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut regarder auprès des personnes, que ce soit une banque, que ce soit une coopérative financière, que ce soit un conseiller financier avec lequel vous allez ouvrir votre RII. Hein, vous n'aurez pas le choix d'aller voir un fournisseur, quelqu'un qui va ouvrir le RII avec vous, qui va fournir des
des produits financiers pour mettre dans votre RI. Ça va vraiment être très important de comprendre les règles. Qu'est-ce qu'il faut leur demander avant de faire affaire avec eux pour être sûr qu'on prenne une décision éclairée qui correspond à vos besoins personnels. Puis aussi de s'assurer que ces personnes-là sont autorisées par des organismes de surveillance, comme au Québec, l'Autorité des marchés financiers. Donc, je sais, c'est différent dans les autres provinces, mais dans chaque province, il y a des organismes qui régulent, donc qui surveillent le monde, le milieu financier. C'est important de s'assurer que les personnes avec qui on fait affaire sont bien autorisées, sont bien enregistrées. Il y a plusieurs choses on peut vous proposer chez Finautonome. Hein. On a plusieurs services que je vais vous dire après. Il y a plusieurs autres formations. Mais en conclusion, ce qui est important pour nous de vous livrer aujourd'hui, c'est de vous dire la démarche à faire pour obtenir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Elle est vraiment importante pour toute personne en situation de handicap. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Même si vous n'avez pas droit au crédit d'impôt non remboursable, ça vaut la peine parce que ça va vous donner accès au RII et à plein d'autres mesures. C'est vraiment des choses incontournables. Donc, j'espère que je vais avoir réussi à vous convaincre de faire la démarche. Et si vous avez besoin de davantage d'accompagnement, de réponses à vos questions avant de faire ces démarches-là, on a une ligne d'aide, on fait de l'accompagnement individuel par visioconférence. On a une communauté de pratique. Vous pouvez nous appeler. Il y a différentes façons d'avoir du soutien de notre part. On va être là pour vous aider à aller jusqu'au bout des démarches pour que vous obteniez l'aide auquel vous avez droit. Il y a aussi nos partenaires Plan Institute qui donnent le même type d'accompagnement et d'information en anglais. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi référer dans les différentes provinces si vous êtes bilingue et que vous parlez bien anglais. Toutefois, si vous voulez avoir les services en français, on les donne à tous les francophones canadiens. Il suffit simplement de nous en faire la demande à travers la ligne d'accompagnement. La façon de communiquer avec nous, la façon la plus facile, c'est toujours de passer par le site Internet de Finautonome. Il y a différents formulaires pour répondre à vos questions. Il y a une ligne d'aide où vous pouvez laisser un message. On va vous rappeler, même si vous êtes hors Québec. En terminant, je vous dirais que cette présentation-là, elle est faite de bonne foi. Hein. On va chercher les références sur les sites du gouvernement, mais en aucun cas, ça doit être considéré comme un conseil financier, juridique ou fiscal. C'est simplement de l'information pour vous sensibiliser, pour vous accompagner, pour que vous connaissiez bien les programmes qui s'adressent à vous. Et ça termine ma présentation. J'espère que tout ça aura été utile pour vous. On va communiquer avec vous pour savoir si vous avez bien compris l'ensemble du partage de cette information-là. Et le lien, il va vous être disponible pendant quelque temps. Et comme je vous dis, on va communiquer avec vous, donc vous n'hésitez pas. J'espère que tout ça vous sera utile. Je remercie encore beaucoup nos partenaires de Plan Institute d'avoir fait la promotion de cette présentation-là auprès des francophones hors Québec. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.